Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode d'AVB Assuractu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas pour parler modélisation. Bonjour Virginie. Bonjour Nicolas. Alors, il y a un terme qu'on rencontre très souvent dans le secteur de l'assurance et puis en particulier, j'ai envie de dire, quand on travaille sur des sujets d'actuariat, c'est le terme de modélisation. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où sort ce terme, qu'est-ce qu'il recouvre et à quoi on fait allusion quand on parle de modélisation dans l'actuariat? Avec plaisir. La modélisation, c'est pas un terme spécifique à l'assurance ou à l'actuariat. C'est vraiment un concept général qui consiste à identifier des formules mathématiques qui permettent de représenter, avec une certaine erreur, certains comportements. Donc, dans le cadre de l'assurance, de l'actuariat, on va chercher à estimer les flux de trésorerie de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire les prestations, mais également les primes, les cotisations, les frais, les revenus financiers que va percevoir ou payer un organisme d'assurance. Donc la modélisation, spécifiquement dans le secteur de l'assurance, est très liée aux flux financiers qui interviennent dans son métier. Et concrètement, comment ça marche de modéliser ces flux financiers ? On va chercher à décrire via des formules les différents flux. Par exemple, on sait que les sinistres, ils vont être fonction de notre nombre de contrats. Notre nombre de contrats, il va être lié aussi à notre chiffre d'affaires, etc. Plein de grandeurs qui sont entreliées. Et donc, on va les décrire par des formules mathématiques. Donc, à la fois sur la base de notre portefeuille de contrats en cours, de contrats en portefeuille, mais également des éléments biométriques comme les tables de mortalité ou alors des comportements historiques qu'on a observés sur nos assurés, comme par exemple des taux de rachat ou de résiliation. Et on va également intégrer des règles de gestion, c'est-à-dire des règles que s'impose un peu à lui-même l'organisme en termes de décisions qu'il prend dans la gestion de ses contrats. Une fois qu'on a calculé ces différentes formules, le modèle va nous permettre justement d'avoir une estimation de nos différents flux et en général sur plusieurs années de projection, donc des dates futures. Ce que tu nous expliques, c'est que ces modèles dans l'assurance, ils vont donc s'appuyer sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent être fondées sur des observations passées et qui vont nous permettre de projeter un certain nombre de flux financiers à venir. Et donc de regarder le futur, si je comprends bien. Et alors, on n'est pas des oracles, on n'est pas en mesure de connaître le futur, mais par contre, on est en mesure d'estimer quelle est la probabilité, quelle est la situation moyenne qu'on devrait observer dans le futur. Je peux pas vous dire est-ce que ça va être 1 ou 5, mais je peux vous dire qu'il y a qu'en moyenne, ça devrait être peut-être 2,5. Mais du coup, on s'en sert pourquoi est-ce que ça va être des aides à la prise de décision ? À quoi ça sert au quotidien dans l'assurance, ces modèles ? Ça a plein d'utilisations. Et ça va dépendre du contexte, du besoin du service ou de la direction. C'est notamment des éléments qu'on utilise pour construire le business plan de l'entreprise, pour essayer de projeter notre résultat comptable sur résultat comptable ou technique sur les prochaines années. C'est également des éléments qu'on va utiliser qu'on peut utiliser pour la tarification, pour le provisionnement. On va également utiliser ça pour calculer nos best estimates dans la norme solvabilité 2 et donc estimer in fine notre ration de solvabilité. C'est pas les mêmes modèles qu'on utilise à chaque fois, mais par contre ils sont basés sur les mêmes concepts. Et en fonction vraiment de l'utilisation, on va choisir le plus adapté ou potentiellement un modèle qui fait des raccourcis parce qu'on n'a pas besoin d'un certain niveau de détail ou autre. Et on va également adapter les horizons de projection en fonction de notre besoin. Donc il y a plein de cas d'usage, c'est ça que tu nous dis. Pour faire la modélisation, en fait, c'est des modélisations, c'est des cas d'usage pour servir les besoins de l'entreprise d'assurance dans son activité au quotidien. Et donc tu nous parlais de différents
types de modèles. Est-ce que sur ces types de modèles aujourd'hui, il y a quand même des typologies particulières qui ressortent? Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont en cours? On a en effet différents types de modèles, vu qu'en général, le modèle est adapté aux risques d'assurance concernés. Donc on va avoir des modèles spécifiques pour la santé, des modèles spécifiques pour la prévoyance, des modèles plus complexes en épargne retraite, vu qu'on va devoir prendre en compte des interactions entre le passif et l'actif. Et donc, en fonction des différents besoins, on va avoir des modèles qui peuvent devenir assez complexes. En épargne, donc, on va simuler à la fois le comportement des assurés, mais l'évolution des placements, et donc de modéliser la participation aux bénéfices qui doit être servie aux assurés, de manière à avoir vraiment le compte de résultat global de l'entreprise. En IARD, on peut aussi avoir des modèles très complexes en termes de catastrophes, où on va essayer de regarder notre portefeuille en fonction de sa répartition géographique, à quel péril naturel il peut être soumis et quels seraient les dégâts si on avait une tempête ou autre. Et donc, sur ces modèles adaptés, on va dire, aux risques, qu'on assure. Est-ce qu'il se dégage aujourd'hui des évolutions particulières, soit on va dire par type de risque, soit liées à des réglementations? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui nous amènent à faire évoluer les modèles aujourd'hui en actuariat? Les modèles ont tendance à évoluer tous les ans parce que on va le raffiner chaque année, ou on va lui ajouter des possibilités parce que le contexte technique ou financier fait qu'on aimerait bien avoir des possibilités supplémentaires. Mais ça peut également évoluer à cause de nouvelles normes. Par exemple, avec la mise en place d'IFRS 17, on a eu des besoins de granularité de reporting qui étaient plus fines que ce qu'on avait par le passé. Donc on a fait évoluer les modèles pour être en mesure de faire les calculs à cette maille, ou en tout cas pour obtenir les résultats à cette maille. On a également de nombreux acteurs qui actuellement réfléchissent ou sont en train de migrer leur modèle qui était basé sur des solutions propriétaires vers des solutions open source dans une optique de réduction des coûts. Si je comprends bien, c'est un travail permanent, régulier, qui se réinvente en fait régulièrement, se re-questionne. Donc, il y a matière à s'amuser, on va dire, autour des modèles dans l'actuariat. Il y a beaucoup de choses à faire sur les modèles, tant du côté utilisation, avec les différentes utilisations qu'on a pu voir, mais également sur la partie développement et amélioration de ces modèles. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Virginie.